Que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe et surtout en Asie, nous connaissons ces grandes familles d'entrepreneurs et hommes d'affaires qui ont créé des sociétés et compagnies qui se sont exportées un peu partout dans le monde. Dans cette vidéo, je vous parle des Chaebols, cette dynastie de familles qui dirige littéralement ce puissant pays d'Asie, sans doute que vous connaissez très bien. Fantasmes, idées reçues, fausses informations, voyons ensemble qui sont les Chaebols, leur puissance et tout ce qui se dit autour d'eux. Partons déjà sur l'origine du mot Chaebols. Il est tiré du thème japonais Zaibatsu qui signifie clique financière ou clan de richesse. Vous voyez déjà de quoi il s'agit. Comme les Chaebols, les Zaibatsu étaient de puissants conglomérats familiaux qui dominaient l'économie japonaise jusqu'à leur dissolution après la Seconde Guerre mondiale. Les Chaebols sont d'énormes conglomérats industriels sud-coréens dirigés et contrôlés par des personnes ou une famille. Un Chaebol se compose souvent de plusieurs filiales diversifiées. Après la guerre, dans les années 1950 et 1960, le gouvernement sud-coréen a joué un rôle crucial en encourageant la croissance de ces Chaebols. Remontons-nous un peu dans le contexte. La guerre de Corée a été un conflit dévastateur. Les infrastructures ont été détruites, les économies ont été anéanties et les populations ont souffert de graves privations, y compris de la famine et de la perte de moyens de subsistance. Les Chaebols, avec leur conglomérat, étaient considérés comme essentiels pour stimuler la reconstruction et la croissance économique du pays. Le président d'alors a été un acteur majeur dans cette politique, mettant en place des mesures favorables à ces Chaebols, notamment en leur accordant des prêts, des avantages fiscaux ainsi qu'en les protégeant de la concurrence étrangère. Ces politiques ont largement contribué à la montée en puissance et à leur domination dans l'économie sud-coréenne. Je veux parler des Chaebols, bien sûr. Ils ont profité de ces politiques pour investir massivement dans les industries lourdes comme la construction navale, l'automobile et l'électronique. Ils ont également développé des liens étroits avec le gouvernement, ce qui leur a permis d'obtenir des contrats importants et d'accéder à des technologies étrangères. Ces groupes de familles, pour bénéficier de l'aide de leur gouvernement, ont dû se structurer et poser les bonnes bases pour leur expansion. La structure pyramidale des Chaebols va avec une société holding contrôlée par la famille fondatrice qui permet une concentration et une diversification des activités à travers de nombreuses filiales opérant dans divers et différents secteurs. Cette structure favorise le contrôle familial sur l'ensemble du groupe, même si les participations peuvent être minoritaires dans certaines filiales. Le financement croisé entre les filiales permet de soutenir la croissance du groupe dans son ensemble, mais peut également cacher des problèmes de certaines entreprises. Les Chaebols bénéficient également des réseaux de synergie entre les sociétés affiliées, ce qui leur confère un avantage concurrentiel significatif sur le marché. Cependant, cette concentration du pouvoir économique peut étouffer la concurrence et entraver l'innovation dans d'autres entreprises, ce qui a suscité des critiques. De plus, la structure pyramidale et le contrôle familial peuvent rendre les Chaebols opaques et vulnérables à la corruption, tandis que leur forte interdépendance peut rendre l'ensemble du groupe vulnérable aux crises financières. Ces critiques ont conduit à des appels et à une grande transparence à des réformes visant à limiter le pouvoir et l'influence des Chaebols dans l'économie sud-coréenne. Les Chaebols ont connu une croissance fulgurante en lien avec l'expansion des exportations sud-coréennes. La croissance résulte de la production d'une diversité des biens plutôt que d'une ou deux produits seulement. L'innovation et la volonté de développer de nouvelles gammes de produits étaient essentielles. Dans les années 1950 et au début des années 1960, les Chaebols se concentraient sur les perruques et les textiles. Au milieu des années 1970 et 1980, les industries lourdes de défense de chimie étaient devenues prédominantes. Même si ces activités étaient importantes au début des années 1990, une véritable croissance se produisait dans le secteur de l'électronique et de la haute technologie. Les Chaebols ont également contribué à transformer le déficit commercial de 1985 en un excédent commercial en 1986. La balance courante, cependant, est tombée de plus de 14 milliards de dollars en 1988 à 5 milliards de dollars en 1989. Et à la fin de cette même année, ils étaient devenus financièrement indépendants et en sécurité, éliminant ainsi le besoin de crédit et d'assistance supplémentaire parrainés par le gouvernement. Dans les années 1990, la Corée du Sud était l'un des plus grands pays nouvellement industrialisés et affichait un niveau de vie comparable à celui des pays industrialisés. En Corée du Sud, il existe nombre de Chaebols, mais nous parlerons des plus connus.
Il est bien peu de dire que les chaebols occupent une place dominante dans l'économie sud-coréenne. On en recense plus d'une vingtaine avec 5 qui sont spécialement plus puissantes. Hanwha, vous allez m'excuser pour la prononciation, un conglomérat fondé en 1952, il est actif dans les explosifs, la défense, la construction et les services financiers. SK Group, un acteur majeur dans le domaine de l'énergie, des télécommunications, de la chimie et de l'électronique. Il a été fondé en 1953. LG Group, vous connaissez les télés, les frigos, les microwaves, un conglomérat diversifié dans l'électronique, l'énergie, la chimie et les télécommunications. Ensuite, nous avons les chaebols les plus connus, Hyundai Motor Group et Samsung. Chang Jo-young, fondateur de Hyundai, a laissé un héritage remarquable dans le secteur industriel sud-coréen. Sa vision entrepreneuriale a été à l'origine de la création de la Hyundai Engineering and Construction Company en 1947, qui deviendra plus tard Hyundai Motor Group. L'expansion fulgurante de Hyundai dans les années 1970 et 1980 en Corée du Sud en a fait le principal constructeur automobile du pays. Les années 1990 ont marqué son expansion à l'international avec une incursion réussie sur les marchés nord-américains et européens. Les années 2000 et 2010 ont été marquées par des développements majeurs, notamment l'acquisition de Kia Motors et la création de la marque Genesis, consolidant ainsi la présence mondiale du groupe. Aujourd'hui, Hyundai Motor Group est un géant mondial de l'industrie mondiale opérant dans plus de 200 pays avec plus de 115 000 employés. Sa valeur nette estimée à environ 250 milliards de dollars en 2024 en a fait l'une des plus grandes entreprises de Corée du Sud et un acteur majeur sur la scène automobile mondiale, sans discuter. Outre son activité principale dans l'automobile, le groupe possède également une division de construction navale et de production d'acier, démontrant sa diversification stratégique. Hyundai est également pionnier dans le développement de la technologie de pointe telle que les véhicules à hydrogène et les systèmes de conduite autonome et connectés, contribuant ainsi à façonner l'avenir de la mobilité durable. Lee Byung-chul, fondateur de Samsung, était indéniablement un visionnaire et un entrepreneur exceptionnel. En 1938, il a lancé Samsung Sangoe, une petite entreprise de négoce de produits alimentaires. Samsung au début vendait des produits tels que le riz, le soja, le poisson, les pâtes et le sucre. Rien à voir avec la marque qu'on connaît aujourd'hui. Né en 1910 dans une famille aisée, Lee a rapidement démontré son esprit d'entreprise et sa capacité à saisir les opportunités économiques. Commençant sa carrière comme négociant en riz, il a ensuite étendu ses activités à d'autres secteurs tels que la production textile, l'assurance, montrant ainsi sa diversification stratégique. Lee, fondateur de Samsung, était reconnu pour son audace à prendre des risques, une qualité qui l'a probablement aidé à transformer Samsung en un géant mondial. La diversification de Samsung dans l'industrie électronique après la guerre a été une décision stratégique cruciale qui a contribué à son succès actuel. En saisissant les opportunités offertes par l'essor économique de la Corée du Sud, Samsung a pu établir des filiales dédiées à l'électronique, ceci traduit de son engagement dans ce secteur. Au fil des années, Samsung Electronics a connu une montée en puissance remarquable. En devenant un leader sur le marché des téléviseurs noirs et blancs, elle a rapidement élargi sa présence pour devenir un acteur majeur des semi-conducteurs, jouant ainsi un rôle crucial dans les avancées technologiques, notamment dans le domaine informatique. Samsung Electronics est reconnu comme un leader mondial dans plusieurs domaines technologiques clés. Que ce soit dans les smartphones, les téléviseurs ou les semi-conducteurs, Samsung continue d'innover et de dominer le marché, démontrant ainsi sa capacité à rester en tête dans un secteur aussi dynamique et concurrentiel. Le nom Samsung, qui signifie 3 étoiles en coréen, reflète l'ambition initiale de son fondateur, briller de manière éternelle. À la vue de la réussite de l'entreprise, on peut dire que ce pari a été réussi. Revenons à nos chaebols. La capacité d'investissement de ces derniers comme Samsung est un élément clé de leur succès dans le domaine de la recherche et du développement. Leur taille et leur diversification leur permettent de mobiliser d'importantes ressources financières pour investir massivement dans l'innovation. En consacrant des fonds considérables à la recherche et le développement, ces entreprises peuvent développer de nouvelles technologies, produits et services, restant ainsi à la pointe de l'innovation dans des environnements technologiques en constante évolution. Cela leur permet également de maintenir leur compétitivité sur le marché mondial et de répondre aux besoins changeants des consommateurs. Mais tous ces pouvoirs concentrés dans leurs mains, dans la main d'une minorité je veux dire, ont leur lot d'avantages et d'inconvénients. Tout n'est pas rose pour les chaebols. Ces puissants conglomérats de familles sud-coréennes jouent un rôle central dans l'économie du pays. Leur influence s'étend bien au-delà du domaine économique, touchant profondément la société et la politique sud-coréenne.
Sur le plan social, les chaebols sont d'importants employeurs, offrant une stabilité d'emploi à de nombreux Sud-Coréens. Cependant, cette dépendance vis-à-vis des chaebols peut également créer une situation de vulnérabilité pour les travailleurs, les exposant aux fluctuations du marché et aux décisions économiques des conglomérats. Les conditions de travail et les salaires au sein des chaebols sont également subjects à débat, avec une culture du travail souvent associée à des longues heures de travail intensif ainsi qu'à une pression constante pour la performance. Nous sommes en Corée du Sud, n'oubliez pas. En outre, la réussite des chaebols peut contribuer à creuser des inégalités sociales en concentrant les bénéfices entre les mains des familles fondatrices, tandis que les salaires des employés de base peuvent rester inférieurs à la moyenne nationale, alimentant ainsi les disparités socio-économiques dans la société sud-coréenne. Ça se remarque partout. Sur le plan politique, les chaebols exercent une influence significative sur les politiques économiques du pays en raison de leur poids économique massif. Vous vous doutez bien. Ils ont la capacité d'influencer les décisions du gouvernement à travers des pratiques de lobbying et de collaboration étroite avec les milieux politiques, soulevant ainsi des questions de collusion entre la sphère économique et politique. De plus, le pouvoir économique des chaebols peut parfois conduire à des pratiques de corruption où certains membres des conglomérats cherchant à influencer les décisions politiques en leur faveur compromettant ainsi l'intégrité du processus démocratique. La concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques familles fondatrices suscite également un débat sur la démocratie et les gouvernances, avec la préoccupation concernant la transparence et la responsabilité du gouvernement face à l'influence des chaebols. Alors, dans ce contexte complexe, beaucoup de voix ont commencé à se lever pour notifier qu'il est crucial d'adopter une approche nuancée pour évaluer les répercussions des chaebols sur la société et la politique sud-coréenne. Bien qu'ils jouent un rôle vital dans la croissance économique et la création d'emplois, les chaebols doivent également être examinés à la lumière de leurs effets sur les inégalités sociales, la culture du travail et l'intégrité politique. La question de la régulation des chaebols en Corée du Sud est un sujet délicat, très délicat et complexe, marqué par un équilibre subtil entre la promotion de la croissance économique et la limitation du pouvoir excessif de ces conglomérats. Au fil des années, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour tenter de trouver ce juste équilibre tout en répondant aux défis posés par la taille et l'influence des chaebols. Parmi les points clés de la régulation des chaebols figurent plusieurs initiatives importantes. En premier, des efforts ont été déployés pour accroître la transparence des chaebols dans leurs activités financières et leurs structures de participation croisées. Cette transparence accrue vise à améliorer la gouvernance d'entreprise et à réduire les risques liés aux pratiques opaques ou non divulguées. En second, le gouvernement a tenté de limiter les participations croisées complexes entre les filiales des chaebols. Cette mesure vise à réduire l'influence excessive des conglomérats et à promouvoir une concurrence plus équitable sur le marché tout en encourageant une meilleure gouvernance d'entreprise au sein des chaebols. Troisièmement, des contrôles sont mis en place pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles. Les autorités veillent à ce que ces conglomérats n'abusent pas de leur position dominante sur le marché pour étouffer la concurrence et limiter les opportunités pour les petites entreprises. Des lois ont été adoptées pour renforcer les droits des actionnaires minoritaires des chaebols qui ne font souvent pas partie de la famille fondatrice. Ces mesures visent à garantir une plus grande équité dans la gouvernance des entreprises et à protéger les intérêts des investisseurs minoritaires. Cependant, la régulation des chaebols ne vient pas sans son lot de défis et de débats. Trouver le juste équilibre entre la régulation nécessaire pour limiter le pouvoir excessif des conglomérats et la préservation de leur capacité à investir et à innover reste un défi constant. Certains craignent que des mesures de régulation trop strictes ne nuisent à la compétitivité et à la croissance économique du pays. De plus, l'efficacité des mesures de régulation existantes est remise en question par une autre catégorie d'observateurs. Certains estiment que ces mesures ne vont pas assez loin pour contenir le pouvoir des chaebols, tandis que d'autres craignent qu'elles ne deviennent un fardeau pour les entreprises et entravent leur développement. L'influence politique significative des chaebols peut compliquer la mise en place des réglementations strictes. Certains craignent que les conglomérats puissent exercer des pressions sur le gouvernement pour assouplir les règles ou éviter des sanctions en cas de non-respect des réglementations. Il faut tout de même le reconnaître, la régulation des chaebols en Corée du Sud demeure un défi complexe et évolutif, nécessitant une approche équilibrée et flexible pour garantir une concurrence saine, une gouvernance d'entreprise transparente et une croissance économique durable.
Voilà un peu l'histoire résumée des Chaebols, de leurs origines à leur structure et expansion, en passant par les Chaebols les plus connus, les plus influents, leur impact social et l'effort du gouvernement sud-coréen à les réguler. Il y a tellement à dissuer que j'ai dû faire des sélections dans les aspects que j'ai abordés. Sinon, la vidéo, elle fera des heures et des heures. Le cas des Chaebols nous invite à réfléchir au rôle des grandes entreprises dans la société. Comment concilier liberté d'entreprendre et impératif d'équité? Comment garantir une croissance économique inclusive et durable? La réponse à ces questions ne se limite pas à la Corée du Sud, elle concerne le monde entier. Alors nous sommes à la fin de la vidéo. Comme je le disais un peu plus haut, il y a beaucoup d'aspects que j'ai mis de côté, sinon il y a tellement de choses à dire sur les Chaebols. Je vous invite à me donner vos avis sur ce que vous pensez sur la vidéo, sur les Chaebols et ce que vous savez d'eux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'il y a d'autres vidéos qui viennent et vous serez notifié automatiquement. Je vous dis à bientôt et peace.